C'est la fin d'un long suspense. Jeudi 1er juin, à Washington, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le président américain, climato-sceptique, assumé, revendiqué, a estimé que l'accord scellé après la COP 21 en novembre 2015 pourrait nuire à l'emploi dans son pays. Quelles sont les réformes, quelles sont les formalités du moins de ce retrait? Comment évaluer l'impact de cette décision sur les autres pays signataires de cet accord après le retrait des États-Unis? Quelle suite pour l'accord de Paris? C'est le thème principal de votre émission de décryptage Angle de vue. Pour en parler, je reçois deux personnalités averties du monde du climat et donc de l'environnement. Il s'agit de Massibin Diondo, vous êtes le directeur de BIZ ONG, vous êtes en charge de la coordination nationale pro-environnement. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, c'est moi. En face de vous, c'est Gontran Quenom, spécialiste des eaux, forêts et chasses. Vous êtes également le président de l'ONG Nature et Vie Prolongée. Bonjour et merci d'être sur le plateau de SICA. C'est moi, monsieur le journaliste. Voilà, donc mesdames, messieurs, je disais, à l'entame de cette émission, le président américain Donald Trump a annoncé jeudi le retrait des États-Unis d'accord de Paris sur le climat. Ce traité avait été signé en 2015 pendant la COP par 195 pays, ratifié à ce jour par 147. Le verdict du président américain est motivé par des questions économiques, malgré les pressions internationales. Monsieur Diondo, est-ce que le retrait est possible pour un État qui s'est engagé à l'heure actuelle? Le retrait est possible, même si c'est dommage. Le retrait est possible parce que, selon les termes de l'accord, il est prévu que le retrait n'est effectué qu'après 3 ans, après la mise en œuvre de cet accord qui a commencé le 4 novembre 2016. Donc, les États-Unis ne peuvent pas officiellement sortir de cet accord après ces 3 ans et encore après 1 année de préavis. Donc, théoriquement, pendant 4 ans, les États-Unis sont encore signataires de cet accord. Mais ce qui est faisable, c'est qu'ils ne participent plus aux activités mettant en œuvre cet accord. Donc, ils ne participent plus aux négociations, ils ne participent plus aux réductions, ils ne participent plus au financement. Et donc, oui, le retrait est physique, mais pas officiel, pas avant 4 ans. Gontran Quenom, est-ce que c'était prévisible? Je dirais oui, c'est prévisible parce que déjà avant les élections, lors des campagnes, Donald Trump a été assez clair. Il annonçait déjà que dès qu'il va céder au pouvoir, qu'il va se retirer, qu'il va retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Et une fois élu, c'était là ma surprise. Déjà après son élection, je me suis dit alors là, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il va se retirer de l'accord de Paris. Et c'est ce qu'il fait. Moi, ça ne m'étonne pas. Alors vous, en tant qu'acteur de défenseur de l'environnement, puisque vous êtes spécialiste des eaux, forêts et chasses, ce deuxième pollueur mondial qui se retire de cet accord de Paris, est-ce que vous voyez des effets? D'abord, d'un point de vue éthique, je vois que c'est une erreur très grave de la part du président Donald Trump, parce que après tout, les États-Unis constituent la première puissance du monde. Et par conséquent, le président actuel doit servir d'exemple et quelles que soient les circonstances, faire partie de l'accord de Paris pour que les choses puissent aller bien. Alors, M. Diondo, les effets pour un deuxième pollueur du monde quand même? Oui, avant d'en arriver là, moi je me dis, personnellement, j'ai encore de l'espoir. J'ai encore de l'espoir parce qu'il peut revenir sur sa décision? Il a dit qu'il va renégocier les termes de l'accord qui ne sont pas avantageux pour les États-Unis, même si ça va être difficile. C'est pour dire quoi? Macron a dit non. Oui, mais moi je crois que suite aux pressions internationales et aux pressions internes, j'espère que les États-Unis, à la fin des 4 années-là, ne vont pas sortir de l'accord de Paris. Parce que Donald Trump, il joue de la politique, c'est normal, même si c'est dommageable, c'est normal. Il a été élu sur un programme donné et il essaie de se stabiliser suite à tous les problèmes auxquels il fait face à l'interne. Donc, il essaie de contenter ses électeurs. Et il a dit l'Amérique d'abord. Il essaie de contenter ses électeurs. Bon, maintenant, on espère
Parce que tout ce qu'il dit, que c'est pour des emplois, ça ne tient pas debout. Parce que vous voyez la tollée que ça a créé. Tout à fait. Même au sein des États-Unis, des gros États qui jusqu'alors constituent environ, selon les experts, environ 30% des émetteurs disent non, nous respectons l'accord de Paris. Des villes c'est ça la force de la Constitution américaine. Ils ont le pouvoir de ne pas obéir directement au pouvoir fédéral. Donc, ils ont dit non, nous respectons l'accord de Paris. Des gros pétroliers, des constructeurs automobiles. Donc, le privé américain dit non, Donc, en fin de compte, si l'administration américaine se rend compte, exactement, l'administration américaine va se rendre compte qu'au fait, toute cette masse critique constitue au fait la contribution des États-Unis. Donc le gouvernement ne fera que suivre, je l'espère bien, parce que les voix continuent de se lever, les États continuent de se mettre ensemble, les villes, les privés, etc. Tout ça va concourir à ce qu'à la fin de ces 3 années et de l'année probatoire, les États-Unis réfléchissent encore mieux à dire il est préférable pour nous de rester à l'intérieur parce que quoi? La transition énergétique donnera plus d'emplois que ce que veut créer ce que pense créer Donald Trump et son administration actuellement. Lui, il pense plutôt beaucoup plus à la Chine qui va profiter de cet accord. Non, mais il ne pense pas. Il a raté. La Chine a maintenant pris le lead de la lutte contre les changements climatiques. Parce que la Chine n'a pas attendu de courir en Europe et ensemble avec les Européens. C'est la Chine maintenant, le premier pollueur, qui dit maintenant, on fonce, on va ensemble avec vous réduire nos émissions. Donc, je crois que toutes ces pressions combinées vont amener, j'espère, ça c'est une expérience, vont amener, et c'est un espoir, pardon, vont amener les États-Unis, l'administration Trump à revoir sa position, à se dire qu'on ne peut pas évoluer seul. Alors, c'est quoi les effets pour nous? Malheureusement, les États-Unis avaient prévu réduire leurs émissions d'ici 2025 dans l'ordre de 26 à 28%. Les effets directs, c'est que les États-Unis ne peuvent pas tenir dans cette promesse. Pourquoi? Parce que, attends, si l'administration, si toi en tant que privé, je ne parle pas des gros qui se sont engagés à respecter l'accord de Paris, si un privé américain n'a plus de restrictions et qu'il est d'accord à foncer sur l'exploitation des énergies fossiles, donc on ne peut plus rester dans les 26 à 28% et l'administration n'a plus... Avant, c'était pas, même cet accord n'était pas contraignant. C'est ce que dénonçaient nous, les ONG. Maintenant, on donne carte libre aux pollueurs américains de foncer. Donc, on va ne va pas arriver à cette extrémité. Exactement. La Chine veut qu'on réduise la pollution environnementale à travers donc, le gaz à effet de serre. Les États-Unis également s'engagent à leur manière. L'Europe tout entière s'engage à sa manière. C'est quoi véritablement l'accord de Paris? Voilà. L'accord de Paris, c'est un accord qui impose la réduction des gaz à effet de serre, et notamment l'utilisation des énergies fossiles comme les hydrocarbures, et le charbon, le pétrole, le gaz naturel et consorts. Et maintenant, le véritable problème par rapport à cette question, c'est que quand vous allez aux États-Unis et un peu partout dans le monde, il y a deux grands blocs par rapport à la thématique. Il y a ceux qui disent que les émissions, les gaz à effet de serre ne contribuent pas au réchauffement climatique, et il y a ceux qui disent le contraire, que ça contribue. Et il y a un troisième groupe qui dit non, au moment où vous parlez de réchauffement climatique, nous on présage de refroidissement climatique. Et ils sont tous des grands scientifiques, des scientifiques de grande facture, vous imaginez? Donc aujourd'hui, Donald Trump est entouré de ceux-là qu'on appelle des négateurs, des climato-sceptiques et des anti-écologistes. Et ceux-là aussi ne sont pas des moindres aux États-Unis. Et ils ont créé un système pour aller contre l'accord de Paris. Et je peux vous dire qu'il s'agit encore là d'un problème géostratégique et géopolitique. Les États-Unis, de par Donald Trump, est en train de voir, si on laisse les choses évoluer comme ça, que ça ne profite beaucoup plus qu'à la Chine. Donc là, il y a un problème d'intérêt. Alors, à partir de cet instant, est-ce que vous pensez que la limitation à 2 degrés aujourd'hui est possible? Je peux toujours dire oui. C'est une question de volonté parce que les États-Unis ne constituent pas le seul pays
par rapport à cet accord, en dehors des États-Unis, il y a encore 94 pays. 194, j'allais dire, 194 pays. Et je suis convaincu aussi que l'ONU ne va pas aussi baisser les bras. Les autres présidents ne vont pas baisser les bras. Donc, ils vont essayer, d'une manière ou d'une autre, de faire revenir le président Donald Trump à la raison. Alors, je sais que la tâche ne sera pas facile. Monsieur Djondo, les États-Unis ont déjà quand même pris d'une manière ou d'une autre leur position dans cet accord. Déjà, avec l'Union européenne, il y a eu un débat houleux autour de cette question-là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec votre optimisme, que véritablement, l'on peut atteindre ce seuil de 2% tel que fixé par l'accord de Paris? Difficilement. Parce que déjà, ces 2%, le respect de ces 2% ne contribue pas... non. Le total des contributions déterminées prévues, c'est-à-dire les contributions prévues par chaque pays pour arriver à ces 2%, si on met ensemble tout ce qui est prévu par les pays, on n'arrive pas aux 2 degrés. À Paris, on n'a pas pu. À Marrakech, on a dit oui. C'est pourquoi le champ était ouvert à chaque pays de revoir sa contribution. On dit, on a forcé à Paris pour avoir quand même quelque chose. Parce que nous, on se disait, on ne peut pas sortir de Paris sans rien. On a eu cet accord à Paris, mais les contributions déterminées prévues par chaque pays ne permettaient pas d'atteindre les 2 degrés ou les 1,5. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette ouverture laissée à chaque pays pour agir à sa façon rend l'accord de Paris très vulnérable? Il le fallait. C'était ça ou rien. Ah bon? Si on n'arrivait pas à avoir tout le monde à la table pour partir sur quelque chose, il fallait partir sur quelque chose. Parce que si on allait déjà mettre un accord contraignant, comme le voulaient les ONG, on risquait de sortir de Paris sans rien. Sans entendre. Sans entendre, parce qu'il y avait trop de réticences. Mais on a pu dire, OK, faisons confiance aux États, qu'ils promettent les engagements à arriver à tel degré de réduction d'émissions, avec le ferme engagement qu'il y aurait des efforts personnels au niveau de chaque pays pour revoir, c'est le mot que je cherche, pour revoir leur position. Donc, il le fallait. Maintenant, avec cette position des États-Unis, c'était difficilement atteignable les 2 degrés. Donc, on est toujours sur un équilibre bancal, quoi. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que la Chine est en train de surfer sur la position américaine pour pouvoir prendre vraiment le pas sur les Américains et donc rejoindre et donner raison à Donald Trump, M. Kenom? Je crois que oui, parce qu'aujourd'hui, à travers la position de Donald Trump, je vois que la Chine, aujourd'hui, est largement en avance et par rapport aux questions de réduction des gaz à effet de serre. Alors, M. Djondo, vous avez commencé par dire que la résistance s'organise au niveau de certains États, au niveau des États-Unis. Mais est-ce que vous pensez que cela peut véritablement amener, parce que oui, l'administration peut se retrouver vraiment isolée. Mais puisque les États ne sont pas partis signer l'accord de Paris individuellement, est-ce que vous ne pensez pas que vous serez contredit d'ici peu? Je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas parce que, qu'on le veuille ou pas, cette position de l'administration Trump va faire bouger les choses de l'autre côté. Vous avez vu comment les Européens se sont levés comme un seul homme et dit non, nous irons. Au sein des États-Unis, des États, des privés et des villes se sont levés pour dire non, nous irons. Ça voudrait dire quoi? L'administration Trump nous a révélé qu'il faille qu'on se réveille. Déjà, il y a l'ancien maire de New York, un multimilliardaire, qui a dit, lui, il met 12 millions de dollars sur la table. Les États-Unis devraient contribuer au Fonds vert pour le climat à hauteur de 2 milliards à l'horizon 2025. Il dit, moi, j'incite les gens, je mets 12 millions sur la table. Ça voudrait dire que s'il y a d'autres philanthropes qui se lèvent, on peut y arriver. Et que même au niveau de l'Europe, et d'autres pays vont dire, pour compenser la perte, et au niveau des États-Unis, en ce qui concerne la réduction de 26 à 28, notre prévision va augmenter. Donc, je crois, il n'y a jamais rien sans rien.
la réaction de Trump, une réaction politique, peut amener et les Européens et même au sein des États-Unis à ce que nous travaillons plus à atteindre ces 2 degrés. Ça, c'est votre point de vue. Mais M. Gauthier, est-ce que vous ne pensez pas que le revers est aussi possible? Certains États qui, entre-temps, ne voulaient même pas, puisque c'est vrai, l'accord de Paris n'est pas contraignant, mais d'une manière ou d'une autre, il y a certains États qui sont partis à cet accord-là simplement parce qu'il fallait cet effort de masse. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que cela peut réveiller aussi d'autres réticents à agir et à aborder dans le même sens que Donald les Trump Américains? vient de montrer aux autres États qu'ils peuvent aussi faire de même. Et je peux déjà vous dire que déjà il y a la Syrie et le Nicaragua qui n'étaient pas signataires des accords. Donc aujourd'hui, ils font pratiquement 3 pays. D'autres pays peuvent emboîter le pas. Et déjà, par rapport au protocole de Kyoto, Bill Clinton avait signé le protocole de Kyoto. Mais quand George Bush est arrivé, lui l'a refusé. Vous voyez un peu? Donc plus tard, il y a aussi le Japon qui s'est retiré, ainsi de suite. Donc Donald Trump vient de donner une ouverture. Et si on ne se prend pas au sérieux, si on ne revoit pas le système, et ça risque de contaminer beaucoup d'autres pays. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est un revers pratiquement pour le leadership américain, mais est-ce que vous pensez que c'est un revers pour l'environnement? Tout à fait, un revers aussi pour l'environnement parce que de cette manière, nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs par rapport à la conservation de la nature et par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Et permettez-moi de souligner ce passage parce que Donald Trump, je l'ai beaucoup suivi lors des campagnes électorales, il avait précisé que non seulement il ne croit pas au changement climatique, il disait même qu'il s'agissait d'un canular, d'une pseudo-science inventée par la Chine pour distraire le monde, que lui n'est pas pour. Et en dehors de ça, il disait, en l'occurrence les Africains qui seront les plus bénéficiaires, qui ne sont pas sérieux, que nous ne sommes pas sérieux, que si on met les fonds à notre disposition, que nous allons les dilapider, nous allons nous bagarrer autour des fonds et ne pas faire ce pourquoi les fonds nous sont envoyés. Voilà aussi un aspect non négligeable par rapport à cet aspect, par rapport à la question. Monsieur Dionto, est-ce que vous trouvez calamiteux, lamentable et une erreur grave à l'endroit du climat, cette décision de Donald Trump? C'est dommageable. Au fait, c'est une erreur à ne pas faire. Mais je le comprends en tant que politique. Vous savez, la politique, ils prennent des positions qui vont à l'encontre de tout. Mais ici, nous sommes dans le cadre de l'environnement. Il se fout pas mal de l'environnement. Lui, il veut contenter son électorat. Lorsqu'il a attaqué Obamacare, par exemple, au niveau de la santé, les républicains ont voté contre. Et vous estimez, puisque tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est pour contenter son électorat qu'il l'a fait et qui s'attaque également à cette décision parce qu'Obama s'est engagé. Et c'est lui qui a pris cette décision au nom des États-Unis. Et il s'attaque également à cet aspect des choses. Est-ce que vous pensez que finalement, il finira par tout remettre en cause et jusqu'où ira-t-il? Vous savez, personnellement, je trouve qu'avec tout le respect que je dois au président américain qui représente les États-Unis, je trouve que c'est une personnalité versatile, qu'il reviendra sur sa position quand il se retrouvera au fond du trou. Parce que comme ce ne serait pas trop tard? Non, ce ne serait pas trop tard pour nous. Il n'est jamais trop tard pour bien agir pour les phénomènes climatiques n'attendent pas. Ça n'attend pas. Justement, c'est pourquoi je crois qu'il va se rendre compte. Vous savez, même ceux qu'on appelle les climato-sceptiques, je ne les crois pas trop. Parce que les effets sont tellement visibles qu'on n'a pas besoin de leur démontrer qu'il y a changement climatique. Alors pourquoi on les appelle climato-sceptiques? Je trouve que c'est des personnes qui s'amusent au fait. Et elles essaient de nous faire croire ce que nous voulons voir en elles. Non. Quand on me dit que Donald Trump est climato-sceptique, en quoi? Et l'ouragan Katrina, les États-Unis ont été frappés en plein fouet à la Nouvelle-Orléans. Il a vu, il sait. Donc quand on me dit qu'il est climato-sceptique, non, c'est un jeu. C'est un politique, donc il essaie de surfer sur ça pour se faire élire. Maintenant, ils voulaient continuer, mais je crois que tout ça, ils vont revenir à la normale. Mais cela ne veut pas dire que pendant ce temps, l'environnement n'est pas négativement impacté. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, sa décision laisse porte ouverte à des privés, à des gens sans bonnes intentions pour foncer sur la pollution. Évidemment, quand c'est parti, c'est parti. Alors, nous allons donc... Permettez-moi, monsieur le journaliste, de faire un petit éclairage par rapport à un aspect. Au fait, il y a certains qui sont climato-sceptiques, pas parce qu'ils ne croient pas. Ils savent qu'il y a changement climatique. Mais ils disent que ce changement n'est pas dû aux émissions de gaz à effet de serre. Vous comprenez? Il y a changement, parce qu'il y a eu toujours changement. Et c'est pour ça en biologie et en géologie, géographie aussi, on nous a enseigné qu'il y a eu au moins 5 à 6
extinction due au phénomène de glaciation ou de réchauffement. Donc, ce que nous chantons aujourd'hui, ça a existé déjà près de 5 fois. Vous comprenez? Donc, il y a certains qui attribuent ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'était passé quand il n'y avait pas d'industrialisation. Vous comprenez? Donc, il y a certains qui sont d'accord qu'il y a changement climatique, mais ces changements ne sont pas dus aux émissions de gaz à effet de serre. C'est là le problème. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi ils n'appellent pas quand même à la réduction pour apprécier les résultats qui vont suivre? Alors, on va donc descendre comme ça dans les conséquences qui vont suivre les pays menacés. Tout à l'heure, M. Diondo parlait déjà de Katrina. On sait que le phénomène El Niño, avec les sécheresses un peu partout. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, le phénomène n'est pas tant. La région de Cap subit une des plus grandes sécheresses de son histoire. 100 ans, il n'avait pas connu une telle sécheresse. Aujourd'hui, comment vous appréciez cela? De toutes les manières, même si on est aveugle, on a au moins les oreilles pour entendre ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a un changement. Il y a un changement climatique à travers les phénomènes El Niño. Et El Niño, ce n'est pas d'abord en Afrique, c'est d'abord aux États-Unis. Ça a commencé par les États-Unis. Vous allez constater à New York, en Californie, qu'on sort, il y a eu régulièrement ces phénomènes. El Niño et son pendant El Nida. C'est dire que actuellement, il y a changement, il y a une perturbation du régime climatique connu de tout le monde, mais le débat se situe au niveau de la cause. Et c'est là, je pense qu'on doit revoir la stratégie de communication, mettre en place un raisonnement assez cohérent par rapport à la thématique. Sinon, les gens seront en train de surfer comme ils veulent, chacun va dire ce qu'il pense, selon sa méthodologie et selon les documents qu'il a exploités. Monsieur Diondo, le phénomène est patent, tout le monde le ressent, surtout l'Afrique que vous représentez. Et comme il le disait, en fait, c'est un phénomène naturel, le changement climatique. La seule différence, c'est que nous l'accélérons. Quand je dis nous, les humains, avec l'ère industrielle, nous l'avons accéléré. Et en 2015, le rapport du GIEC est clair, c'est le groupe des experts sur le climat est clair, c'est les humains qui impactent négativement le climat. Et si on n'agit pas tout de suite, nous courons à la catastrophe. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on devrait agir tout de suite et réduire drastiquement nos émissions, sinon nous courons à la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi? C'est les pays insulaires, c'est les pays les plus pauvres. Moi, je n'ai pas... Regardez Grand Popo. La plage est érodée totalement. Ça, c'est au Bénin. Ça, c'est au Bénin. Et regardez les plages béninoises. Une bonne partie de la plage béninoise est partie. Des maisons sont parties. Le nord du Bénin souffre d'une grande sécheresse. Au fait, c'est ça les effets que nous, en Afrique, nous souffrons. Pendant la saison des pluies, il y aura une grande pluie, mais en étant record, et nos États ne sont pas préparés pour atténuer ces effets, d'où les inondations partout. Nous aurons en ces mêmes temps des poches de sécheresse très sévères, et nos États ne sont pas préparés, nos populations ne sont pas préparées pour faire face à cela. Ça voudrait dire que nos cultures auront des problèmes. Donc, c'est les pays africains les plus pauvres qui n'ont pas les moyens technologiques, techniques et financiers pour faire face à ça, qui en souffrent le plus. Mais qui sont ceux qui émettent le plus? C'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est les États-Unis. Mais il est justement prévu une contribution financière de ces pays développés, ces pays industrialisés, à l'endroit des pays en voie de développement. Malheureusement, et ça fait déjà plus de 10 ans que nous courons derrière ces fonds, parce que ça change tout le temps. On nous dit que ça va passer et on avait parlé de 20 milliards à l'horizon 2000. Ensuite, ça évolue à chaque fois et à Paris, la dernière fois, finalement, on a dit que ça va être quelque chose de 168 milliards si ma mémoire est bonne à partir de 2025. Voilà que c'est remis en cause la contribution des États-Unis. Donc, ça n'a jamais été clair le Fonds vert pour le climat. Mais c'est clair que ce n'est que eux, ce n'est que ces pollueurs, ces grands pollueurs qui ont déjà la possibilité financière. Moi, je ne parle pas de réparation, mais d'aider à atténuer les effets qui peuvent aider les pays insulaires et les pays africains à faire face à tout ça. Parce que c'est clair, c'est indéniable, le climat a été endommagé, les effets vont continuer sur au moins 100 ans, selon les experts, avant que même si nous arrêtons les émissions aujourd'hui, avant de sentir les effets après. Ça voudrait dire quoi? Que nous avons obligatoirement besoin de nous préparer
pour nous adapter à ces effets des changements climatiques. Alors, M. Kenom, vous l'avez dit, il y a plusieurs écoles avec leur méthodologie qui apprécient ces effets du changement climatique. Puisqu'on sait que la plupart du temps, les pays africains ne sont pas industrialisés, mais pourquoi ils souffrent davantage des phénomènes du changement climatique? Puisqu'ils n'émettent pas de gaz à effet de serre en conséquence. Tout à fait. Comme vous le savez, le monde est unique. La planète est unique. Donc, ce qui se passe, les émissions des États-Unis, le même vent souffle et ça vient en Afrique. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Donc, ce n'est pas forcément là où on émet, ce n'est pas forcément ce pays qui subit les conséquences. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Europe, nous subissons les conséquences comme eux-mêmes ils le subissent. Vous croyez au fond vert pour le climat? Oui, j'y crois fermement, parce que même sans Donald Trump, il y aura quelque chose, ça, il n'y a rien à faire. Ça, j'y crois. Si c'est par rapport à ça, j'y crois. Mais là où je ne suis pas parfois convaincu par rapport au raisonnement, c'est que les gens ne tiennent pas compte de tous les paramètres, de tous les résultats. Parce que, tel que je viens de dire, il y a vraiment changement. Mais quand vous prenez, par exemple, le chiffre que vous venez de citer, et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et eux, ils ont leur argumentaire. Ils sont rattachés à l'ONU. Et si vous prenez la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ils ont aussi leur raisonnement. Et on dit bien Convention cadre des Nations Unies. Vous comprenez? Donc, si ces deux grandes institutions ont des arguments différents, déjà là, il y a un problème. D'aucuns disent qu'il s'agit de la variabilité climatique. Dans la Convention cadre, c'est précisé, on parle de la variabilité climatique quand c'est naturel. Et aujourd'hui, la Convention cadre dit ce qui se passe, c'est un phénomène naturel. Mais les autres disent, que les gens appellent groupe politique des Nations Unies, de l'ONU, ce groupe dit, c'est par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous imposez, du moment où il y a plusieurs résultats, et vous imposez aux autres, c'est vous qui causez, vous devez faire telle chose, là il se pose un problème. On peut toutefois partir aussi du second résultat et leur dire, même si les émissions ne contribuent pas, voilà, il y a des pays qui sont dans des difficultés, qu'allons-nous faire? Parce que nous scandons et nous prêchons la mondialisation, l'universalisation et la globalisation. Et c'est pendant ce temps, justement, qu'un président, l'un des plus puissants, se retire de cet accord. Moi, ça m'intrigue. Ça vous intrigue, qu'allons-nous faire? Est-ce que vous pensez effectivement que depuis Paris, à Marrakech, quelque chose a changé dans votre pays, sur le plan environnemental? Sur le plan environnemental, au Bénin, c'est difficile à dire. Parce que pour le moment, nous n'avons que des volontés, des bonnes volontés. Et dans le même temps que nous avons des bonnes volontés, nous voyons des signaux qui mettent en péril ces bonnes volontés. Vous voyez, nous avons dit que la plage béninoise est sujette à l'érosion suite à l'élévation du niveau des mers. C'est indéniable. Il est dit qu'une bonne partie des côtes ouest africaines va disparaître. C'est les scientifiques qui l'ont dit. C'est mis à la disposition des politiques. Et pourtant, regardez par où nous construisons nos villas au Bénin. Voyez où nous construisons actuellement la route des pêches. Nous voulons, le Bénin, dans le PAG, dit qu'il veut investir des milliards dans le tourisme. Et voyez quel est le tracé de la route des pêches. Ça vous dérange en quoi? Écoutez, sur la plage, direct, sans aucune protection préalable. Cet investissement est pour quoi? Pour combien d'années? En un, oui. À deux, dérangement total de la biodiversité de la côte. Parce que j'aurais appris à la télé que c'est cette voie que vont emprunter les gros porteurs. Et vous voyez, c'est pratiquement à moins de 100 mètres de la berge, de la côte béninoise. Nous voulons aller vers un environnement sain, on a toutes les politiques en place. Et deux, dans les actes, vous voyez ce que nous voulons. Alors, qu'est-ce qui a changé au Bénin? Pour le moment, je n'ai rien que des paroles. ONG Nature et Vie Prolongée, qu'est-ce que vous avez noté au niveau de la nature en termes de changement après l'accord de Paris? Pour ne pas parler de Marrakech aussi. J'irai directement dans le même sens que mon confrère. Pour le moment, je puis dire que le Bénin est encore dans un sommeil très profond. Nous sommes très éloignés de la réalité.
Nous sommes très éloignés de la réalité et c'est bien dommage. Parce que quand on parle de changement climatique, il y a des mesures anticipatives, des mesures d'adaptation et des mesures d'atténuation. Par rapport à ces mesures, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons de célébrer, il y a quelques jours seulement, la journée de l'arbre. Mais je n'ai pas vu une action massive. Je n'ai pas vu une adhésion massive. Vous comprenez alors par là? Chacun agit dans son environnement, dans son, nous sommes des observateurs. Son arrondissement, dans son village. Non, dans une commune, quand vous plantez un hectare, ce n'est pas un hectare que vous exploitez en une année. Quand un maire organise une journée de l'arbre et on plante, c'est ceux-là qui ont même dégagé plus de superficie. D'autres ont planté cassant. Ce n'est pas une affaire de cassant. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez parlé de la spiritualité, ça m'a beaucoup intéressé. Je pense que ces questions seront abordées à partir de la spiritualité pour mieux convaincre les populations. Parce qu'il ne s'agit pas de l'effort seulement de l'État. Il s'agit de la conscience individuelle. Chaque individu doit comprendre que reboiser, faire telle chose, prendre des dispositions, prendre des mécanismes, que c'est à son actif. Donc, il y a un problème de culture. Et là où les Blancs nous ont eu, vous me permettez, et lors de la colonisation, ils ont procédé à ce qu'on appelle contrôle de la foi et de la manipulation mentale. Nos grands-parents avaient les meilleures méthodes de conservation de la nature. Rien ne s'exploitait dans le désordre. Et les chefs de la tradition étaient les dépositaires. Avant d'aller couper un arbre, on consulte le phare. Et au besoin, des fois, on fait des sacrifices. Mais quand les Blancs sont arrivés, ils ont dit non, voilà, c'est Dieu, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il n'y a pas arbre fétiche, il n'y a pas divinité arbre, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et là, ils ont mis en place leur système. Et ce système, les nôtres sont insensibles à ce système-là. Donc nous devons revoir le mécanisme de communication, de la stratégie de communication, nous devons revoir tout ça là, afin de mieux convaincre les populations. Parce qu'il s'agit des populations d'abord. L'État ne peut faire que ce qu'il est en mesure de faire. Mais chaque individu doit savoir à son niveau qu'il a une disposition pratique à prendre. Et c'est pour ça que les ONG sont donc là, puisque vous êtes autorisé à exister, à exercer sur le territoire national. Monsieur Djondo, au plan anticipation, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'ONG BIS? La loi 4 sur l'environnement nous donne, nous, le droit d'interpeller les politiques. Nous n'avons pas les moyens financiers, nous n'avons pas les moyens humains, nous n'avons pas la force publique. Mais on vous donne quand même de l'argent pour vos actions. Qui nous donne de l'argent? Personne. L'État ne vous accompagne pas? Aucunement. Les partenaires au développement? Les partenaires au développement qui nous donnent de l'argent selon un projet bien déterminé. C'est ce que j'ai dit au Bénin. La dernière fois, j'ai discuté avec un haut responsable de l'administration politique béninoise qui dit pas de financement des ONG. Il le dit directement, pas de financement des ONG. On fera ce débat une autre fois parce que c'est sa conception à lui. C'est sa conception à lui, mais je vous rassure, on n'a aucun financement, aucun appui du gouvernement béninois. Au contraire, chaque fois, c'est que même si vous organisez une action, parce que tenez-vous bien, souvent c'est les ONG qui organisent ou qui célèbrent les journées internationales. Par exemple, la journée mondiale de l'environnement a eu lieu, c'était hier. Hier, c'était le 7. C'était hier la journée mondiale de l'environnement. Les ONG ont eu des manifestations. Mais nous avons vu le gouvernement aussi a eu sa manifestation en aparté. Alors que nous travaillons tous pour le même pays. Nous travaillons tous pour le même environnement. Puisque vous êtes des organisations non gouvernementales, le gouvernement a ses actions isolées. Le gouvernement ne peut pas avoir des actions isolées. Le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre des actions de terrain. Seules les ONG et les privés mettent en œuvre des politiques définies par le gouvernement, définies ensemble avec les ONG et les privés. Ce n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de définir les politiques. Et nous, ensemble avec eux, nous définissons les politiques, mais nous les mettons en pratique avec les privés. Monsieur Kenom, vous êtes aussi président d'ONG, vous ne recevez pas de financement de la part de l'État? Soyez sincère. Absolument rien. Je peux vous dire que j'ai double casquette. Je suis effectivement président d'ONG, mais je suis aussi agent des eaux, forêts et chasses. C'est vrai que sur ce plateau, j'y suis en tant que président d'ONG. Voilà. Je ne vais pas aller dans le même sens que mon confrère parce que l'État a un système central à travers la Direction générale des eaux et forêts
Donc, à travers cette direction, il y a aussi beaucoup d'actions qui se mènent sur le terrain. Ce qui manque, c'est les mesures d'accompagnement. Dans ce système, il ne manque que ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Comment vous pouvez comprendre qu'on lance des agents sur le terrain, sans moyens de déplacement, et ils font comment dirais-je, des patrouilles pédestres. C'est vrai, avant d'aller dans la forêt, on marche. Mais avant d'aller vers la forêt, il faut un moyen de déplacement. Mais des fois, les gens marchent de leur maison jusqu'à atteindre la forêt avant de commencer par patrouiller. Vous imaginez, il n'y a pas de carburant, le salaire est minable, et on demande à ces gens-là de protéger des ressources aussi sensibles. C'est pour ça qu'il dit, la vraie sensibilisation doit commencer par l'État. Nos gouvernants n'ont pas encore la notion de conservation. Nos hommes politiques, les députés, combien de députés vous avez vu dans sa circonscription électorale au cours de cette période en train de mener des actions allant dans le sens de la conservation de la nature? C'est dommage. Combien d'anciens présidents vous voyez œuvrer dans le sens de la conservation de la nature? Combien d'anciens maires vous voyez œuvrer dans le sens? Donc, on fait le truc comme de folklore. Il y a journée de l'arbre, bon, on ira, on amène caméra et consort. C'est pas là le problème. Donc, il y a un problème fondamental. Quand on parle de développement durable, c'est le social, c'est l'économie, c'est l'environnement. Les trois sont ensemble en bloc. Mais aujourd'hui, dans mon pays, le Bénin, nos gouvernements ne sont pas encore dans une bonne dynamique de conservation de la nature. Ça, il faut avoir le courage. Alors, le Bénin a adhéré à l'accord de Paris et a ratifié cela. C'est avec le président Patrick Talon que cela a été fait. Aujourd'hui, vous vous adressez donc à ce gouvernement. Vous estimez que vous êtes davantage isolé des actions puisque chaque pays à l'interne doit pouvoir opérer le changement pour pouvoir atteindre les objectifs de 2 degrés Celsius prévus par l'accord de Paris. Monsieur Djondo, qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir? Je l'ai signalé tout à l'heure que pour le moment, je ne vois du Bénin que de bonnes intentions. Le collègue a signifié la Direction générale eaux et forêts chasse, avec qui nous sommes en bon partenariat, l'Agence béninoise pour l'environnement, avec qui nous sommes en bon partenariat, même le ministre de l'Environnement, avec qui nous sommes en bon partenariat. Nous avons discuté à plusieurs reprises, mais comme je l'ai dit, nous sommes toujours aux étapes de la discussion et des bonnes intentions. Quand il s'agit d'aller de l'avant, parce que l'environnement n'attend pas, la destruction de l'environnement n'attend pas. On s'assoit, oui, on discute, oui, on met sur la table nos préoccupations. Le ministre aussi nous dit ses préoccupations. Les directeurs techniques de ces structures nous disent leurs préoccupations. Ça voudrait dire qu'il y a le cadre de dialogue, mais la pratique n'y est pas. Donc, il faut qu'on passe des propositions aux actions et de bonnes actions. Vous pensez que si le Bénin se retire aujourd'hui de l'accord de Paris, c'est insignifiant? Ça ne tuera pas une mouche. Donc, ça ne dit rien à personne. Le Bénin ne peut pas se retirer. Nous sommes dans un... Au fait, c'est ce que je disais à l'entame, nous sommes déjà dans un monde. On dit maintenant la globalisation. C'est pourquoi moi, je ne redoute pas l'effet domino du retrait de l'administration Trump de l'accord de Paris. Il n'y a pas cet État qui va vouloir se mettre à dos la communauté internationale. Trump l'a fait parce qu'il s'estime puissant. Regardez, la Russie ne l'a pas suivi. Alors qu'ils sont en compétition. La Chine a pris la place qui a été laissée vide aussitôt. Donc, sur le plan géopolitique, je ne crois pas qu'il y aurait des États qui vont essayer d'imiter l'administration Trump. J'ai dit, je ne crois pas. Ça peut arriver, mais je n'y crois pas trop. Donc, le Bénin doit agir maintenant. Nous devons nous asseoir pour voir au niveau de notre contribution prévue, quelles sont les actions urgentes à mettre en œuvre. Peut-être que le ministère peut me dire qu'ils sont déjà en train de mettre en œuvre sans que nous, les ONG, nous soyons informés. Alors que nous avions été à Paris ensemble. Nous avons travaillé pour les premiers drafts de cette contribution. Peut-être qu'ils me diront qu'ils sont déjà en train de le mettre en œuvre. Je ne sais pas. Mais nous, au niveau des ONG, de toutes les ONG, nous disons qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons rien venir. Et aussi, est-ce que le programme d'action du gouvernement a pris en compte ces effets de changement climatique, a pris en compte les politiques prévues dans notre contribution pour arriver au fait à contribuer un tant soit peu, même s'ils ne sont pas gros émetteurs, à contribuer aux réductions des émissions. Monsieur Kenom, si le Bénin menace aujourd'hui de se retirer de l'accord de Paris, ça va vous inquiéter, vous? D'abord, le Bénin ne peut pas se retirer parce qu'il aura tout à perdre.
Parce que le Bénin est un pays pauvre qui doit bénéficier des fonds verts. Donc s'il se retire, vous imaginez. Et donc je ne rêve même pas de ce qu'un pays comme le Bénin dise qu'il va se retirer. Alors, en tant que ONG, est-ce que vous êtes approché pour la mise en œuvre des décisions issues de cet accord, surtout avec l'engagement personnel pris par l'État béninois? Et tel que je le dis, nous avons un problème d'État par rapport à ces questions. Vous allez par exemple en France, vous avez vu celui qui est ministre de l'écologie. Quand on parle de l'écologie, quand on parle de climat, quand on parle de l'environnement dans les autres pays, c'est autre chose. Mais ici, c'est le Bénin, comme on le dit. Ici, c'est le Bénin. Nous avons nos tares, nous avons nos réalités. Aujourd'hui, l'État central n'est pas encore dans une dynamique de conservation de la nature. Vous l'avez dit. Je l'ai dit et je le signe. Peut-être parce qu'ils sont préoccupés par beaucoup d'autres choses. Vous le savez, dans un pays où tout est à refaire, les gens ont faim, il faut courir de gauche à droite pour aller chercher de l'argent. Donc ce n'est pas que je les accuse directement, mais ils n'ont qu'à faire un effort d'additionner la dimension conservation de la nature et les changements climatiques à tout ce qu'ils font. Pour le moment, ce n'est pas encore leur priorité. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je considère cela comme votre conclusion. Monsieur Djondou, on va finir avec vous. Quel appel aujourd'hui vous avez à lancer à nos autorités pour que véritablement la prise en compte des données climatiques et ou environnementales soit véritablement, fasse désormais partie intégrante des actions de développement pour que le Bénin puisse se faire citer parmi les États qui auraient contribué à amener au moins le seuil à 2 degrés. C'est de se réveiller. Nous dormons encore, le ministère du cadre de vie. Je sais, le ministre a ses réalités, le ministre et son équipe a ses réalités. Parce que comme le disait le collègue, ils sont dans un environnement où j'estime qu'il n'y a personne qui dit au président que l'environnement physique est une priorité. Mais il faut qu'il le lui dise et qu'il se réveille et qu'il prenne des actions pour la protection de l'environnement. Parce que vous voulez construire des routes, vous voulez construire des hôpitaux, vous voulez donner à manger aux gens qui vont vivre dans quel environnement? Il faut préserver l'environnement physique avant de préserver l'environnement social. Ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience de ça. Alors, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui attire l'attention du président de la République sur l'urgence, sur l'importance de donner plus de pouvoir à la conservation de la nature, à la protection de l'environnement, dans le même temps qu'il pense au social. Merci donc à vous, Massime Djondou. Vous êtes le directeur de BIZ ONG, en charge de la coordination nationale pro-environnement. Merci également à vous, Gontran Kenob, spécialiste des eaux, forêts et chasses, président de l'ONG Nature et Vie Prolongée. Ce sera avec plaisir que je vous retrouve bientôt pour que l'on puisse faire autre incursion dans le domaine de l'environnement, mais beaucoup plus sur l'aspect spirituel à chacun et à tous. Merci donc de nous avoir suivis. C'était votre émission Angle de vue sur SICA consacrée au retrait des États-Unis de l'accord de Paris avec ses implications. À très bientôt.